L'immense nature est notre petit microcosme corporel. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire n'importe quoi. Le vin est réputé donner à la fois de la force et de la joie. C'est à ce titre sans doute que le vin symbolise l'énergie intime du Dieu qui se communique à ses fidèles. Voilà pourquoi peut-être le Vatican est le plus gros consommateur de vin. Alors, c'est bien connu là encore, par l'ivresse, le vin ouvre les portes de l'altérité. C'est-à-dire que sous l'emprise de l'alcool, l'homme ou la femme vont se révéler différents, autres, plus audacieux, plus créatifs, la parole se délie, le monde se fait docile à nos désirs, et c'est là évidemment que la pensée réaliste, que M. Jacques Dupont n'aimait pas trop, que la pensée réaliste, soucieuse de modération, de dosage, intervient pour faire le départ entre le vin qui exalte, ce sera le vin gai, et le vin qui déprime, ce sera le vin triste. D'où les conseils que l'on entend, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts, ou bien blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Le vin est intimement mêlé à notre vie quotidienne, si bien qu'il est le thème de bien des proverbes. Alors, je vous cite, quand le vin est tiré, il faut le boire, ou bien mettre de l'eau dans son vin, ou en anglais, life is not all wine and roses, la vie n'est pas faite que de vin et de roses, ou bien en latin, in vino veritas, la vérité est dans le vin. Bon, sans parler des fameux pots de vin. Alors on énumère donc les clichés, les stéréotypes dans lesquels la poésie rencontre le vin, mais le vin peut aussi rencontrer la poésie par lui-même, par le biais du nom propre, du toponyme, les noms de cépages, les noms de terroirs. Toutes ces syllabes nous enchantent parce qu'elles se réfèrent à des vérités tangibles, des sols, des plants, des vignobles, des localités, et qu'elles sont les ouvroirs de l'imaginaire. S'il est difficile de battre le pouvoir évocateur du code de nuit, les noms Grave, Médoc, Sauternes, Saint-Émilion ont aussi de quoi nous enchanter. Les noms sont beaux, les choses sont belles. Que demander de plus que cette alliance du nom et des choses, que cette garantie d'un monde où tout n'est qu'ordre et beauté, pour commencer à citer le poète, de manière simpliste, cette beauté et cet ordre, cet ordonnancement du monde pourrait suffire. Car tout cela est bien connu et tout cela dessine un socle qu'on appelle les lieux communs d'une culture partagée. Nous sommes tous d'accord sur les éléments que nous venons d'énumérer. Voilà. Bon, donc on a compris, le vin c'est beau, le vin c'est bien, donc les poètes et les écrivains en parlent. Alors maintenant, il reste la question difficile. Puisque nous avons la chose, c'est-à-dire ce vin qui brille dans nos verres, ou qui coule dans nos gosiers, ou qui se fabrique, qui se vend, puisque nous avons la chose, pourquoi donc éprouvons-nous du plaisir à lire le vin des poètes? C'est un vin qui ne se boit pas, c'est le signe d'une chose absente. Et pourquoi préférons-nous parfois, le temps de la lecture, le signe de la chose absente plutôt que la présence de la chose réelle? Alors vous me dire, mais c'est tout simple, c'est l'imagination. Mais en disant ce mot magique, on ne fait que déplacer la question, c'est-à-dire pourquoi parfois l'image de la chose est plus désirable que la chose même. Qui osera prétendre qu'il préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre? Alors, c'est ça la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais en attendant, on va lire les poèmes, et peut-être que ceux-ci vont vous inspirer une réponse. Voilà. Alors, L'âme du vin, Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chef déshérité, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ou malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. La suite, Fabrice.
Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, et je serai pour ce frêle athlète de la vigne, l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Le second poème, c'est quasiment 60 ans plus tard, donc c'est Apollinaire, dans le recueil Alcool, et dans la section qui s'appelle Renan. Le premier poème s'appelle Nuit Renan. Alors, Stéphane a proposé un poème un tout petit peu plus classique, en tous les cas, dans lequel on pouvait faire une espèce de déclamation circonflexe. Vous avez vu de l'alexandrin, là ça va être un petit peu plus difficile, on est vraiment rentré dans la modernité, dans l'esprit nouveau. Nuit Renan, mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours à en râle mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire. Même s'ils sont donc en vers, ce sont des poèmes modernes, à plus d'un titre, celui d'Apollinaire. On remarquerait particulièrement, si on est resté sur Apollinaire, on remarquerait tout particulièrement le vin quasi impossible à lire, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter, on ne retrouve plus de césure, où on n'a même plus une syntaxe propre, où il faudrait avoir forcément une construction tombe en tremblant de s'y refléter. Il y a une espèce de construction ici, une anacolute en français, hein, c'est-à-dire une absence de règles syntaxiques respectées par le poète. Donc on voit ici des signes tangibles de la modernité affichée dans le poème. C'est cette modernité que nous devons d'avoir révélé le pouvoir le plus grand de la création littéraire ou de la poésie. Il est évident que si on avait pris des poèmes plus anciens, qui auraient fait l'éloge du vin, ils auraient été dans une langue beaucoup plus classique, et donc beaucoup plus simpliste, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus univoque, qui nous disait une seule chose sur le vin, et qui ne faisait pas miroiter, chatoyer toutes ces possibilités de suggestion que les deux poèmes que nous avons choisis, Baudelaire et Apollinaire, vont suggérer. Rendre la chose représentée, en partie méconnaissable, c'est le but de la poésie moderne, à partir de Baudelaire, donc il peut y en avoir de plus moderne, mais là déjà nous sommes rentrés dans un progrès de la poésie, si bien que quand un poète nous parle du vin, au lieu de retrouver les lieux communs que nous connaissons bien, ceux que nous avons véhiculés tout à l'heure avec un peu d'humour, nous avons le trouble de ne plus savoir très bien de quoi on parle. C'est donc cela le vin. Et nous qui sommes des créatures curieuses, nous adorons paradoxalement cette espèce d'inconfort délicieux de la pensée, obligés de se mettre au travail, à l'invitation d'une parole dont nous sentons bien qu'elle est belle, qu'elle est suggestive ou inspirée, mais qui nous pose une espèce d'énigme. Premier cas, donc Baudelaire. On peut revenir donc au poème L'âme du vin. Donc c'est dans la section du recueil Les vins, vous savez, dans Spleen et Idéal, dans ce recueil-là, hein, il y a les risques évidemment de tomber dans le gouffre du spleen, parce que l'idéal est difficile à atteindre, et le poète énumère des conditions dans lesquelles le mortel, victime du spleen, va chercher des consolations, la plupart du temps vaines. Et ces consolations vaines, ça pourrait être évidemment les paradis artificiels, ça pourrait être le sexe, hein, ça pourrait être la ville, l'urbanité, ça pourrait être la mort, ça pourrait être la révolte, et ça pourrait être le vin. Donc c'est une des sections, des consolations des mortels que les individus choisissent les humains choisissent pour se consoler de leur vœu pieux d'un idéal
mal résolu et confronté auquel il rencontre pourtant le spleen. Donc Baudelaire parle de surprise, de choc. Les formalistes russes ont employé le terme de défamiliarisation. La réalité familière, sitôt qu'un poète s'en empare, devient étrange, étrangère bien qu'encore familière. Regardons donc comment Baudelaire et Apollinaire défamiliarisent notre relation au vin. Mettons-nous à leur écoute pour voir ce qu'ils nous disent. Alors on va relire le premier vers. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Regardez, c'est cette histoire-là. Le vin a-t-il une âme? Déjà, c'est pas très facile de savoir ce que c'est qu'une âme, mais le vin a-t-il une âme? Cette âme peut-elle chanter? En fait, c'est une figure de style qui est très ancienne et qui porte le nom barbare, donc grec, de prosopopée. Il s'agit de donner la parole à des choses qui, dans notre monde, n'ont pas la parole. Par exemple, si cet ordinateur se met à parler, ce sera la prosopopée de l'ordinateur. Voilà, alors on a fait parler les morts, et là, on fait parler l'âme du vin. Alors, on connaît l'expression « esprit de vin ». En chimie, en pharmacie, l'esprit, c'est la substance volatile qui est obtenue par la distillation. Alors, que fait le poète? Que fait le poète Baudelaire? Tout simplement, c'est humain, si je puis dire, il va transformer le vin en poète. C'est pas nous qui sommes les poètes, c'est le vin qui est poète. Parce que le vin nous rend poète, et il nous rend poète parce qu'il est lui-même poésie, il est lui-même la source et l'origine de la poésie. Autrement dit, Baudelaire nous apprend que quand nous buvons du vin, je crois que ça a été souvent dit, quand nous buvons du vin, en fait, nous buvons ce qui nous inspire. Nous buvons notre âme, nous buvons des puissances invisibles, celles du terroir, celles de la météo. Nous buvons des puissances invisibles qui sont en nous autant que dans le vin, et que le vin suscite parce qu'il est comme le Dieu auquel ces puissances obéissent. Donc, première leçon qu'on peut tirer du poème, on n'est jamais actif et agissant tout seul. Il nous faut une force qui nous fait agir, qui nous mobilise et dont nous dépendons. Deuxième leçon, c'est cette adresse à l'homme. Pour séduire quelqu'un, il faut le nommer, l'apostropher, se placer à son point de vue. Homme, vers toi, je pousse un chant. Toujours faire de l'autre le dédicataire d'une offrande. Montrer que cette offrande est irrésistible, elle nous pousse. Et on sollicite évidemment cet homme-là en lui parlant également de sa femme, de son fils et de lui-même. Le vin, à ce moment-là, se fait politique, il fait des promesses au futur, il dit à l'homme comme un bon commercial, et que tout ce qu'il propose fait envie, l'énergie qu'il va délivrer à l'homme, à la femme et à l'enfant seront une vertu pour le travail de l'homme et pour son réconfort physique et peut-être moral, et il se veut donc très rassurant, il est là vraiment un très bon commercial. J'ai ce qui te manque, j'ai ce dont tu as besoin. Le vin propose une espèce de pacte, tu me glorifieras et tu seras content. À l'horizon du poème, c'est une communion qui est proposée avec le pronom nous, notre amour, et c'est un amour fécond qui engendre cette poésie. Alors, jusque-là, les deux premières leçons, finalement, elles sont faciles à comprendre et elles sont très humaines. Le vin, c'est autre chose que du vin. Bon, ça, on a bien compris, on a entendu des tas de gens le dire. Deuxième leçon, quand on s'adresse à quelqu'un, quand on veut lui plaire, il faut lui parler à la deuxième personne, il faut le manifester dans ce discours, c'est le fondement de la publicité et de l'ancienne rhétorique. La troisième leçon, elle est un peu bizarre, elle est très littéraire, je ne sais pas si ça va vous parler. Regardez les mots d'adresse. Il l'appelle « ô cher déshérité ». Il parle d'un homme usé par ses travaux. Son fils, il dit, ce frêle, et le mot est sous la césure, c'est très important, ce frêle athlète de la vie. Comment un athlète peut-il être frêle? La figure se nomme un oxymore, en grec oxymoron, ça veut dire l'alliance du pointu et de l'émoussé, donc c'est l'alliance des contraires. Un athlète ne peut pas être frêle, sinon c'est pas un athlète. Donc, qu'est-ce qu'il y a là dans ce poème d'un peu curieux? C'est que l'âme du vin, au moment où elle se vend, au moment où elle se livre par une parole séductrice, enveloppante,
ne peut pas s'empêcher de se ficher de la tête de celui qu'elle prétend aider et aimer. C'est ce qu'on appelle l'ironie. Alors, je ne sais pas si un vendeur du vin, il peut se permettre de se ficher de la tête de son client. Peut-être pas. Bon. Avec complicité, peut-être. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ironie, c'est une position aristocratique de supériorité. Si vous regardez la strophe 2, je sais combien il faut sur la colline en flammes de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Bon, on voit bien que là, l'âme du vin, et si on accepte l'identification du poète qui parle par l'âme du vin, eh bien, s'efforce de donner une image positive, généreuse de lui-même. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'éthos. L'éthos, c'est le mot qui en grec veut dire le caractère. Le discours construit un caractère. Voilà. Un général ne parle pas de la même façon, si je puis dire, qu'un académicien. Bon, on peut parler de l'éthos présidentiel de François Hollande, d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen. Voilà. L'éthos, c'est un excellent moyen de persuasion, parce qu'il s'agit de gagner la confiance de celui à qui on parle, de celle à qui on parle, d'endormir sa méfiance. Les latins avaient le terme capter la bienveillance, captatio benevolentiae. Et pourtant, Baudelaire, au moment où il semble vouloir nous séduire en s'identifiant à l'âme du vin, semble aussi vouloir nous mettre en garde. Pourquoi? Mais vous l'avez très bien compris. Le poème s'appelle « Les fleurs du mal ». Le recueil s'appelle « Les fleurs du mal ». Il ne s'appelle pas « Les fleurs du bien » ou « Les fleurs de la vertu ». Très vraisemblablement, le vin n'est autre que Satan. Et toute la fin du poème serait une espèce de leurre, une parodie de l'évangile. L'éternel semeur, pour ceux qui connaissent les évangiles, c'est le Christ. Comment la poésie de Baudelaire, qui s'appelle Les fleurs du mal, pourrait-elle monter comme une prière vers Dieu? La troisième leçon de ce poème est donc un peu dégrisante. Elle invite à se méfier d'un discours séduisant et donc séducteur. Le vin, ce serait en quelque sorte le langage lui-même, ou ce serait la poésie elle-même. La poésie qui, tout autant qu'elle célèbre les pouvoirs du langage, apprend à s'en méfier. Et de ce point de vue-là, ce poème n'est peut-être pas très différent d'une fable de La Fontaine que tout le monde connaît, qui est Le corbeau et le renard. La quatrième leçon porte sur la forme et le sens de la forme. Si on veut bien observer, le poème donc est écrit en alexandrin, c'est-à-dire donc des vers de 12 syllabes, qui est, ne serait-ce que pour les apôtres, un nombre sacré. Il y a deux groupes de 12 vers, c'est les deux pages que l'on montre à la suite les unes des autres, 3, 4, 1, 3 x 4 x 2, 24 vers. Le chiffre sacré est donc redoublé, la forme est elle-même un symbole, mais symbole de quoi? Le vin le reconnaît, il est enfermé, dans le troisième vers, il est enfermé dans une prison de verre. Il vit dans de froids caveaux. Il est donc seul, isolé. Cette solitude est la représentation de l'enfer moderne. Il aspire à être délivré. Lui comme pensé en position de force, voilà que, si on relit le poème, on le découvre pitoyable, en mauvaise posture. Il parle à l'homme, certes il parle bien, certes il est éloquent, mais il est obligé de se vendre, de se mettre en infériorité, en citant ses mérites, en se vantant, en faisant son propre éloge. Mais que répondra l'homme? On ne sait pas. L'un parle, l'autre se tait. Qui a le pouvoir? La parole n'est-elle pas la marque d'une tare, d'une infériorité? Le silence, c'est le propre de celui qui écoute et qui décide, qui a le pouvoir de décider, qui retient la parole, qui dira oui ou non, qui parfois donne vie ou mort. Et là, qui boira ou non la bouteille, décachètera la bouteille et boira le vin. Prison de verre, ne serait-ce pas le symbole de la parole ou de la poésie, lorsqu'elle n'est pas entendue, lorsqu'elle n'est pas consommée, lorsqu'elle n'est pas comprise, aimée? Du vin, donc, s'il n'est pas bu. La bouteille qui ne s'ouvre pas, le livre qu'on n'ouvre pas, ce sont des symboles de l'avarice et de la stérilité. Le poème peut donc aussi se lire comme une invitation humaniste au partage. La parole, comme le vin, ne valent rien s'ils ne sont pas liens, s'ils ne forment pas un lien, s'ils ne sont pas un lien, une complicité entre les hommes. Alors la dernière leçon de ce poème, avant de passer au suivant, c'est que finalement, la meilleure façon de faire du lien, de nous inviter au lien,
eh bien, c'est de parler de manière érotique, de manière suggestivement érotique. Vous avez vu que très significativement, le vin, en français c'est un mot masculin, devient chez Baudelaire un groupe nominal où l'élément féminin domine. C'est l'âme du vin. Le vin devient un principe féminin. Et chez Baudelaire, comme chez beaucoup, ce qui est beau, c'est ce qui est féminin. Donc le vin devient un principe féminin, l'âme du vin. Et c'est pourquoi il est question de joie immense, de chaude poitrine. Je vous rassure quand même, hein, c'est celle de l'homme envisagé, mais comme une douce tombe. Et vous savez qu'en poésie, douce veut souvent dire, eh bien, qui évoque les plaisirs de l'amour charnel. Donc l'âme du vin se fait entremetteuse. Vous l'avez entendu? J'allumerai les yeux de ta femme ravie. Autrement dit, ça n'avait pas l'air d'être la joie dans le couple, hein, mais grâce au vin, les yeux pétillent. Bon, ben, quant au fils, on n'a pas trop de mal à comprendre qu'il était quasi impuissant et que c'est le vin qui va lui redonner de la vigueur. Donc la fin du poème peut se lire dans cette optique comme une relation sexuelle, un coït en toi je tomberai. Hein, il est question d'amour. Donc l'amour et le sexuel sont des moteurs de la persuasion. On le voit aujourd'hui. Hein, la publicité, elle est toujours érotique, érotisante. Hein. Il s'agit toujours de faire rêver à la grande promesse amoureuse. Hein. Alors évidemment, des fois, cette promesse amoureuse, elle est sublimée, elle est transposée dans le domaine politique ou dans le domaine religieux. On entend un chant plein de lumière et de fraternité, où on entend l'espoir qui gazouille. Ce sont des équivalents, on va dire, sociaux, des équivalents collectifs de cet instinct qui est très très fort et qui est l'instinct qui pousse les corps qui se désirent les uns vers les autres. L'un vers l'autre. Au moins, oui, l'un vers l'autre. Voilà. Vous allez voir la suite. Bon, donc je vous laisse décider. On a vu que Baudelaire est un très grand poète, c'est pas une surprise, hein, c'est pas un scoop. Mais est-ce que c'est aussi un bon professeur de marketing? Ça c'est pour Fabrice. Est-ce qu'il sait enseigner l'art de vendre et de faire aimer le vin? À vous d'en décider. Alors l'autre poème est très différent, donc c'est Apollinaire, et ce n'est plus le vin qui parle, mais le buveur, donc on change de point de vue énonciatif. Et commençons par des questions de chiffres, comme il en était question tout à l'heure, non pas 12 ici, mais 13. 13 vers, 13 c'est le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans ce poème-là, on le voit d'emblée. C'est 12 plus 1, donc ce serait 3 strophes de 4 plus 1, ou ce serait 14, le nombre du sonnet, hein, si vous connaissez la forme traditionnelle du sonnet, qui a justement beaucoup utilisé Baudelaire, sauf dans l'exemple que nous avons pris, mais qui a beaucoup utilisé Baudelaire. On est dans un sonnet moins 1, un sonnet avorté, un sonnet interrompu, un sonnet dont le 14e vers ne se réalise pas, justement parce que le vers se brise un peu trop tôt. C'est l'histoire donc d'un poème qui se brise, d'un rêve qui se brise, d'un vers qui se brise. Si on observe les rimes, on pourrait quasiment expliquer le poème à travers elles. Une flamme par rapport à 7 femmes, le singulier d'un désir masculin et le fantasme de 7 femmes qui s'offrent. On est dans l'ambiance d'une taverne, le bordel n'est peut-être d'ailleurs pas très loin. Que fait un homme qui boit? Il se rêve en dieu de l'amour, capable de satisfaire 7 femmes surnaturelles. Ces 7 femmes surnaturelles sont les Nyx, hein, dans Apollinaire, dans les ambiances germaniques qu'il a connues, évoque très souvent. Cela recommence au 4-1-2, hein, cette irrégularité des rimes, une ronde d'un côté par rapport à toutes les filles blondes de l'autre côté. Donc du singulier et du pluriel, on est contre la modernité, on est contre le classicisme qui voulait en principe qu'on n'accorde pas à la rime des substantifs qui n'avaient pas le même nombre, l'un singulier, l'autre pluriel. La différence, c'est qu'on est passé au rêve dans la deuxième strophe, dans le deuxième quatrain, les cheveux verts et longs, les cheveux donc des bacchantes, hein, de ces nymphes, on est passé donc des cheveux verts et longs à la réalité, le regard immobile, les nattes repliées, les filles sages, celles qui ne s'offrent pas, celles qui, au contraire, n'incitent pas l'homme à boire, celles
que certainement Apollinaire a connu lors de son voyage outre-Rhin au début du XXe siècle. La chanson du batelier faisait passer de la réalité au rêve. Le batelier, c'est le vin, mais cette chanson est dangereuse. Elle fait perdre la chanson qu'il chante, elle fait perdre le sens des réalités. Et la ronde et les filles blondes qui sont invoquées par le poète sont comme des espèces de remparts. Il les sollicite pour qu'elles viennent le protéger des Nice qui veulent l'entourer comme une espèce de danse de Salomé pour le faire encore plus plonger dans l'alcool et dans le surnaturel et dans l'épilepsie. Le coma éthylique, voilà. Eh bien, il veut se protéger grâce au souvenir donc des filles, des gentilles germaines blondes qu'il a connues pendant son voyage en Allemagne. Il les sollicite pour qu'elles soient des remparts, mais en fait, il continue de perdre la réalité. On va voir donc dans la troisième strophe que ces filles-là n'ont servi, enfin cet appel-là n'a servi de rien. Il est retombé dans le rêve, le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter, la voix chante toujours, en râle mourir. À la fin, les dernières rimes, donc, mire, mourir, sont complètement irrespectueuses de la poésie traditionnelle, puisque là, on a d'un côté un E muet et de l'autre côté il n'y a pas de muet. Mourir, c'est une rime masculine, alors que mire, E-N-T, c'est une rime féminine. Donc là on est dans une transgression. On a l'impression ici qu'il a fait un crime de lèse-majesté, mais oui, c'est le cas. Hein. Il a fait un crime de lèse-majesté dans sa poésie en accordant une rime masculine et une rime féminine. C'est une transgression donc typiquement moderne, et c'est le moment où le poème devient miroir de la mort, puisqu'il y a l'expression un peu somatique à en râle mourir, et qu'il va y avoir cette brisure dans le 13e vers qui avorte le poème. Donc le poème devient miroir de la mort. Or on ne peut pas représenter la mort, c'est pourquoi le poème se brise avant l'interruption. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, c'est un peu technique peut-être, mais c'est comme de la musique, hein, c'est un code. Là par exemple, ce que Joël a expliqué, hein, si vous comptez sur vos doigts, la césure, c'est-à-dire la moitié du vers, elle doit tomber sur le 6e. Tout l'or des nuits tombe, voilà, ça tombe sur la 5e. La césure tombe à côté de la plaque, si je peux dire. Et ça, c'est... Si vous avez l'oreille frottée au verre, c'est comme si vous entendez une fausse note, je ne sais pas moi, dans une sonate de Schubert. Ou un bouchon, un goût de bouchon, j'imagine, c'est transposé. Donc du coup, on ne sait plus comment lire le vers. Hein. Bon, de même, quand mire, même si on sait qu'il y a un E, et de l'associer à mourir, je veux dire, c'est la mort de la versification traditionnelle. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Joël, c'était faire un petit peu un bilan. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce poème d'Apollinaire? C'est que le vin gai peut à tout moment s'inverser en vin triste. On commence avec l'enthousiasme de la vie, et c'est la mort qui nous rattrape. La voix du batelier ne s'éteint pas, le vin a amené et augmenté l'angoisse, et le rire à la fin qu'on entend, eh bien c'est peut-être tout simplement le rire du damné. La seule façon de rompre ce mauvais enchantement, ce serait de briser net et de sortir du jeu. Une autre lecture est possible. Vous avez vu au début du poème, le vers est plein. À la fin du poème, le vers est vide. Que faut-il faire? C'est pas à vous que je vous l'apprends. Il faut le remplir à nouveau. Donc écrire un nouveau poème, faire repartir le mouvement qui a été précocement interrompu. Alors on va regarder le... Non, c'est toi qui devais continuer. Oui, on va regarder le premier vers. Alors on va regarder le premier vers. Oui, c'est celui qui va nous servir pour faire du marketing. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Alors c'est un des plus beaux vers de la poésie française, hein, mais pas simplement parce qu'il y a une sorte de jeu sur les mots. À la lecture, on peut prendre le mot vers, V-E-2-R-E, le vers qui contient le vin, et le vers, V-E-R-S, c'est-à-dire ce dont il est question, c'est de la poésie. On va faire un tout petit peu de rythme. Il y a deux possibilités de prononcer le vers. Soit vous le prononcez de manière moderne, contre le code, et vous faites ce qu'on appelle un trimètre, c'est-à-dire que vous faites 3 mesures de 4. Ça donne ça,
Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Et vous entendez plein, bleu, fleu. C'est-à-dire que vous avez des récurrences, des répétitions de sons qui soutiennent le rythme. Je reprends, mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Bon, alors, ça, qu'est-ce qui est important dans ce cas-là? Ce qui est au centre du verre, c'est le mot trembleur. Vous allez me dire, mais ça ne veut rien dire. D'abord parce que le vin ne tremble pas, c'est la main qui tient le vin qui tremble. Et ça, c'est une vieille figure latine qui s'appelle l'hypallage, c'est-à-dire on a l'impression que le poète se trompe d'adjectif, qu'il associe le mauvais adjectif au mauvais nom. Voilà. Et c'est un effet stylistique. Voilà. C'est pas le vin qui tremble, c'est la main. Mais surtout, vous pouvez être surpris, si vous êtes un tout petit peu grammairien, le verre n'est pas tremblant, il est trembleur, c'est-à-dire qu'en fait, il fait trembler. Et ce tremblement du vin, c'est évidemment celui du désir. Donc la plénitude du vin, c'est de creuser le vide du désir en soi. On sait que quand on boit du vin, c'est toujours, on y revient, autre chose que du vin qu'on désire. C'est sans doute de l'amour, c'est la convivialité, on est ensemble boire du vin. Boire du vin tout seul, c'est un peu tristouné quand même. Et, ou bien alors, c'est le vin, c'est ce qui permet de déclarer sa flamme. Voilà. C'est moi qui fais la suite. Oui. Alors, la deuxième lecture, eh bien, c'est la lecture traditionnelle, c'est l'accent circonflexe. Ça donne ça. Mon verre est plein d'un vin, la remonte, trembleur comme une flamme. Et là, comme on lisait toute la tragédie classique, voilà, c'est-à-dire en déclamation. Voilà. Par exemple, quand Hippolyte dit « Mon cœur n'est pas plus pur que le fond ». Non, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est comme ça qu'on fait, c'est ce qu'on appelait la déclamation. Donc il faut que la voix se lance pour atteindre le sommet et après elle retombe. Voilà. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Ah oui, je crois qu'ils ont compris. Voilà, donc ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire que dans ce cas-là, c'est le mot vin qui est le cœur du vers, tout simplement parce qu'il est le cœur du poème. Cette nuit rénade, c'est en fait une nuit d'ivresse. Le Rhin est ivre. Bon, c'est l'eau du Rhin qui s'est changée en vin. Le Rhin, évidemment, ne peut pas être ivre. On sent que c'est une projection du poète qui projette son ivresse sur le paysage autour de lui. On a donc la poétisation d'une chanson à boire. Ce sont des flots de vin qui vont couler dans ses veines. Alors, lors des nuits, la lune tombe et elle aussi, elle tremble, elle se reflète en tremblant, mais est-ce encore le tremblement du désir? On dirait que la lune tremble de se refléter dans les flots tremblants du fleuve parce qu'elle craint que cette eau noire soit le symbole du temps qui coule et qui amène la mort. C'est pourquoi la chanson, qui était d'abord une fête érotique avec ces 7 femmes, puis une séance de beuverie qui aurait pu tourner bien, devient une espèce de râle contre la mort, ou de râle de la mort. La construction d'Apollinaire est très suggestive par sa forme concentrée, dans l'expression râle mourir, à en mourir dans un râle, ou dans un râle qui conduit à la mort, ou qui simule la mort, peut-être. Le trait d'union n'est plus celui qui met en relation le vin et le désir, c'est celui qui rapproche le corps, le râle, et la mort, et bien qu'on est à partir de l'avant-dernière strophe, de la pénultième strophe, on est dans des structures très compliquées. Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. C'est le vers le plus impur du poème, et c'est le vers le plus difficile à comprendre. Alors on conclut. Dans le premier poème, on ne reconnaît pas le vin. Ah, bien sûr, vous allez me dire, il y a une bouteille, bien sûr, il y a la cire des cachets. Et pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas le vin? Parce que le vin est devenu une âme parlante, c'est-à-dire une âme qui aspire à se délivrer de sa prison de verre et qui, pour cela, prétend délivrer l'homme de tous ses maux. Le poème est troublant parce que son sens n'est pas figé mais trembleur. Est-ce que c'est un éloge humaniste de l'amour universel? Ou
bien est-ce que c'est le discours séducteur pervers d'un Satan qui invite au blasphème? Alors, les historiens de la littérature nous diraient, nous travaillons sur les formes, mais ils nous diraient que notre discours est très imprécis, parce qu'en réalité, il faut se remettre dans le contexte. C'est l'époque où, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est l'époque où le vin, c'est la bonne boisson. Même dans les petites filles modèles, butées, elles prennent un verre de vin avec un peu d'eau, hein, parce que le vin, c'est censé être tonifiant, énergique. Et la mauvaise boisson, c'est la boisson de l'assommoir, c'est celle qui ne donne pas de l'énergie au travail, mais qui détruit. Voilà. Donc là, on peut penser que Baudelaire reprend des discours hygiénistes de son temps et qu'il les parodie. Il faudrait aujourd'hui imaginer un discours d'un poète qui parodierait le manger bio, faites du sport, voilà, et qui transformerait ça en quelque chose de complètement bizarre et un peu pervers. Ou l'eau ferrugineuse de Bourvil, en fait, hein. C'est un peu ça. Voilà. Alors, dans le deuxième poème, on a vu que l'enchantement de l'ivresse pouvait tourner au cauchemar. On est donc averti que la joie est fragile, que le temps est un grand maître et qu'il peut transformer la joie en tristesse. On est averti que, que la joie est de courte durée et c'est en quelque sorte un abrégé de la vie qui s'offre en 13 vers. L'éclat de rire est très ambigu à la fin. Est-ce que c'est un rire qui va dissiper la terreur ou bien est-ce que c'est le rire méchant qui signale la défaite du poète attablé et soûl? Eh bien, je dirais que maintenant, à vous la parole pour dire lequel des deux poèmes vous parle le plus, vous plaît le plus, ou même mieux, maintenant, à vous d'écrire votre propre poème du vin, et ce sera sans doute le reflet de votre vie intime. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, juste, ça va être mon petit trait de conclusion personnelle, c'est que ce qui est extraordinaire dans la littérature, c'est que le formateur commercial que je suis aussi, il trouve toujours des petites choses. Alors, je vais juste vous donner deux petits éléments. Baudelaire, en fait, est un très bon illustrateur de la technique de vente, puisque il faut surtout pas faire comme l'âme du vin, il ne faut pas parler. Parce que vous voyez bien qu'en parlant, l'âme du vin elle perd le contrôle sur l'humain, donc il vaut mieux se taire quand on est un bon commercial. Contrairement à ce que l'on croit, on ne parle pas, on écoute. Vous vous souviendrez de l'âme du vin de Baudelaire qui, à force de trop parler, finit par perdre le contrôle. Et il fallait bien que je trouve un truc chez Apollinaire aussi. Voilà, un élément de marketing, c'est que Apollinaire a parfaitement compris que le vin est bien autre chose que du vin. Donc là, je m'adresse de mes marottes à tous les producteurs, puisque le vin est autre chose que du vin, arrêtez de vendre du vin. Et vendez tout ce qu'il y a autour, tout ce qui dépasse totalement le vin, qui est extraordinaire, dont vous avez tous parlé au cours de ces 2 journées, c'est-à-dire l'histoire, le moment où on va le consommer et le boire, toute cette littérature et cette culture qu'il y a autour du vin. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'histoire de Tokai qui illustre très bien, on a parlé de tout ça, plutôt que de réduire le vin à du vin. Voilà. Je vous remercie et on va inviter les 2 autres intervenants de cet après-midi à nous rejoindre. Si vous avez des questions, demandez à Sophie de commencer. Je vais te donner un micro.